Bonsoir et bienvenue dans cet actuel play sur Werewolf l'Apocalypse, produit par Arcane Asylum Publishing à l'occasion de la sortie de Werewolf l'Apocalypse V5. Je suis ce soir avec CC Trouille et Baki, et donc nous allons faire une partie sur un scénario qui a été écrit par moi-même et qui est inspiré de diverses pistes scénaristiques qui sont proposées dans le livre de base. Je ne vais pas détailler les règles du jeu durant la partie, privilégiant la narration, mais si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation que j'ai fait sur le jeu. Nous serons en 2023 en France, et voici nos garous. Froidombre a gagné son nom en se faufilant dans un complexe frigorifique pendant une nuit complète pour permettre une infiltration. Elle manipule, elle se faufile et réserve la violence au moment opportun ou quand sa rage ne peut plus être retenue. Tranche Nuit a mérité son nom en tranchant en deux d'un seul coup un serviteur du verre qui était consumé par l'obscurité. Il est calme et loyal jusqu'à ce que sa rage le domine et qu'il fasse exploser la violence dans un maelstrom de tripes et de sang. Ensemble, Froidombre et Tranche Nuit forment une meute avec leur mentor, Larme Sang. Ce dernier les a trouvés, recueillis après leur premier changement et leur a appris les bases de la vie de garou. Depuis, ils ont créé une légende urbaine, la Sombre Bête, permettant de couvrir leurs actes contre les serviteurs du verre et manipuler les informations. Cette campagne de désinformation est orchestrée par Froidombre, et Tranche Nuit en est le modèle pour les quelques photos diffusées. Après tout, la France est le berceau de la bête du Gévaudan. Il est toujours temps de rappeler la peur du loup aux humains pollueurs et corrompus par le verre. Tranche Nuit, tu as entendu parler du fait qu'un ancien garou serait de retour dans la zone. Un héros de guerre. Tu te souviens avoir entendu parler d'une lointaine bataille menée contre l'installation d'une usine toxique de Pentex France dans la région. Tu sais qu'il sera présent lors de la prochaine assemblée. Et tu as hâte de le rencontrer. C'est vrai que c'est quelque chose qui te fait un petit peu rêver. Ce genre de profil-là, de grands garous guerriers renommés, et c'est quelque chose que t'attends sincèrement pour la prochaine assemblée. En attendant, tu viens de finir une session d'entraînement, et au lieu de ressentir l'habituel apaisement, tu perçois une détresse. Quelque chose d'étrange en toi. T'as jamais vraiment ressenti ça, c'est un bouillon d'émotions, pas comme lors de ton premier changement, pas comme de multiples fois tu as ressenti lorsque tu te transformes. Non, quelque chose de plus profond, tu n'arrives pas à vraiment mettre le doigt dessus. Tu réfléchis et immédiatement, une personne te vient en tête qui aura peut-être une réponse. Ton mentor, Larme Sang. Tu habites finalement pas très loin, 1,5 kilomètre, quelque chose comme ça, un petit footing, et tu y seras, tu prends quelques affaires, et puis tu vas là-bas. On est en fin de journée, il fait un petit peu sombre, donc tu pars, et tu vas chez ton mentor. Froidombre, tu sais que bientôt, il y a un rendez-vous important, une assemblée. Effectivement, demain, il y a une assemblée, tu es assez inquiète. En effet, tu sais que c'est important, ce genre d'événement. Important pour les loups-garous en général, important pour votre meute, et important pour toi aussi. Et puis pour Larme Sang, ton mentor. Mais tu sais que la dernière fois, tu as été... le terme serait peut-être engueulé. Toi, tu dirais presque humilié par Briserock, une garou d'une meute assez importante qui protège un cairn qui est l'un des plus gros de la région, avec celui de la forêt d'Argonne qui est celui des faux de Verzy. En effet, selon elle, votre petit jeu de la Sombre Bête est contre la litanie.
La litanie, tu le sais, eh bien, c'est ce code moral, ce code que suivent tous les garous, qui est à la fois un code, comme je l'ai dit, un peu que tout le monde connaît, mais c'est surtout un code presque naturel, dicté par Gaïa. Toi, tu as évidemment pas l'impression de briser cette litanie, mais surtout, entre cette confrontation, qui a été assez violente d'ailleurs, et heureusement, l'Arme-Sang a pris les devants et s'est imposé, étant l'un des garous les plus vieux et respectés eh bien, de cette assemblée. Mais à l'époque, alors il y a eu d'autres assemblées mais où ce n'est pas arrivé devant, entre-temps, eh bien, la sombre bête a pris plus d'importance. Et c'est vrai que ces derniers mois, c'est devenu bien quelque chose d'assez important, d'assez connu dans le milieu des garous, nécessairement, puisque ça a fait un peu, pas la une des journaux non plus, mais ça fait son petit buzz, on va dire, local, et évidemment, personne ne comprend que la sombre bête est un garou. Les gens ne font pas ce lien-là directement. Évidemment, tu l'as bien fait, tu l'as bien écrit, t'es pas idiote. Mais tu sais que ça va forcément revenir lors de l'assemblée. Il faut que j'arrive à leur faire comprendre, en fait, que la désinformation, c'est une arme puissante. Il faudra arriver à les convaincre. Et justement, t'es en train de traiter des photos, alors là pour une association, des photos de nature. Et tu te rends compte que tout ça, ça travaille énormément. Tu perçois même une détresse, quelque chose de vraiment bizarre en toi. Honnêtement, t'as jamais vraiment ressenti ça. Tu te dis que c'est peut-être une nouvelle phase de garou dont l'Arme-Sang ne t'aurait pas parlé. Ça te semble vraiment bizarre. Du coup, tu décides eh bien justement d'aller voir l'Arme-Sang, ton mentor. Après tout, tu habites dans le village juste à côté d'où il habite, donc c'est un peu moins d'1 kilomètre de marche dans la forêt. Il fait sombre déjà. Ça sera très agréable, même si tu as vraiment cette boule au ventre, cette détresse vraiment, hein, tu ne sais pas d'où ça vient. Et donc tu pars. Alors que vous avancez vers votre mentor, vous vous retrouvez tous les deux. À quelques mètres de la maison de l'Arme-Sang, ce n'est pas si rare que vous veniez ensemble, mais là, aucune raison apparente, et vous sentez tous les deux chez l'autre une détresse. Vous le voyez dans le regard et l'aura de l'autre. Vous comprenez que ce n'est pas normal, mais aussi que c'est vraisemblablement très problématique en général. Donc vous savez pas trop comment réagir par rapport à ça. Face à vous, la petite maison de l'Arme-Sang. C'est une maison avec un étage un peu perdu dans les bois. Vous la reconnaissez et vous la connaissez bien. Vous avez passé de nombreuses nuits à écouter l'Arme-Sang, votre mentor. Vous contez les légendes garous, les batailles passées, l'Umbra et ses mystères, les merveilles de la nature et puis les esprits espiègles et impérieux. Il vous a appris de nombreuses choses, des rituels. Il vous a montré comment traverser l'Umbra. Il vous a appris énormément dans cette maison, notamment, et la chose que vous remarquez immédiatement, c'est que la porte est entr'ouverte, mais que les lumières sont éteintes. Je vais vers la porte. Très bien, tu la vois avancer vers la porte. Je la suis de très près. Vous approchez de la porte. Je suppose que vous ouvrez la porte. Juste avant, est-ce que j'ai moyen d'utiliser mon sens de l'odorat pour voir s'il y a une présence à l'intérieur autre que celle de notre mentor? Tu sens. Tu t'ouvres un peu tes sens. Tu perçois plusieurs odeurs assez particulières qui viennent de l'intérieur, mais pas de présence, en tout cas hostile dans les environs, ou même étrangère à l'intérieur. Par contre, clairement, tu as senti des choses. Alors, c'est compliqué à dire parce que ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, vous êtes à l'entrée, mais tu as senti une certaine odeur, quand même, notamment de sang
et peut-être d'autres choses, une odeur un peu de, pour toi, hein, de houblon. Du coup, je me tourne vers Froid d'Ombre. Et avant d'aller plus loin, tu sens la même chose que moi? Tu sens la même chose que lui. C'est étrange. Et Tranche-Nuit, toi aussi, tu es là parce que je me sens mal. J'ai l'impression que ces derniers temps, tout allait plutôt bien de mon côté. Mais effectivement, depuis ce matin, je sens comme une... je vais pas dire une présence, mais je sens quelque chose de très étrange qui flotte dans l'air. même pas dans l'air, moi j'ai l'impression que c'est en moi. Je me sens inquiète, je me sens mal, je me sens juste mal et je pousse la porte en disant ça. Tu pousses la porte et tu rentres à l'intérieur. Là où vous avez d'habitude une ambiance chaleureuse, elle est maintenant oppressante. Le feu n'est pas entretenu. Une odeur de sang, maintenant très clairement, très nette. Et cette odeur de sang, vous l'identifiez, elle vient d'en haut, à l'étage. Dans la pièce, à l'instant, vous ne voyez rien de spécial. Je commence à me diriger vers les escaliers. Et en même temps, je m'adresse à Tranche-Nuit pour lui demander c'est quand la dernière fois que tu as vu l'Armeçon? Je l'ai vu cette semaine et tout avait l'air de très bien se passer. Oui, moi aussi. Tu sens cette odeur... En haut, c'est en haut. C'est en haut. Hein. On monte. On monte tous les deux. Vous montez. Vous vous rendez compte en montant que vous montez vraiment presque 4 à 4. Hein. Et à l'étage, vous voyez l'Armeçon pour vous, Louis Hénard pour les humains. Et vous ne réalisez pas tout de suite. Vous voyez un corps, sans souffle, sans vie et sans peau. Sous sa forme glabreux, vous le voyez. Il y a des tiges de métal, telles celles dans le béton armé, qui sont plantées dans les mains, les bras, les pieds, les jambes, le torse, l'entrejambe. Alors que vous voyez ça, je vous fais un test de rage. Vous êtes dépassé par ce que vous voyez, mais la chose qui vous anime est d'abord de comprendre. Parce que là, tout de suite, la rage doit patienter pour vous, il faut analyser, comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'approche du corps et je m'agenouille près du corps. Tu t'approches du corps, tu t'agenouilles. Il est mort, c'est certain. Il n'a plus sa peau. C'est vraiment ça qui vous marque le plus. Je me tourne vers Tranche-Nuit et je dis... C'est comme s'ils avaient pris sa peau comme un trophée. J'ai jamais vu ça. C'est toi le cerveau entre nous deux qui a pu... Enfin, j'espère que c'est pas à cause de... On a très certainement des ennemis. Qui a pu nous faire ça? Oui, si c'était des gens qui cherchaient la sombre bête et qui l'ont trouvée. Vous commencez à réfléchir à tout ça. Là, ce que vous comprenez très vite, ce qui vous revient en tête, c'est un petit peu toutes ces émissions, ces séries que vous aviez regardées avant votre premier changement. Maintenant, vous n'accordez plus vraiment d'importance à ça, mais là, vous repensez à tous ces trucs, à la NCIS, à ces trucs comme ça. Vous vous rendez compte que maintenant, là, tout de suite, vous êtes sur une scène de crime et que ça s'est passé, vous ne savez même pas quand, mais bon, il y a moins de 24 heures, c'est certain. Je regarde le reste de la pièce, est-ce qu'il y a des signes de lutte? Tu regardes le reste de la pièce, que regardes-tu? Les tiges en métal, je suis intrigué par ce mode opératoire, je dirais. Tu regardes partout. Tu commences à regarder d'abord la pièce générale, et puis tu t'intéresses un petit peu à tout. Ce que tu peux voir, c'est qu'il y a à l'une des poutres une corde en plastique, rayée jaune et bleue. Vraiment une corde en plastique, tu sais, peut-être utilisée dans
tu sais pas trop, peut-être la chasse, le BTP, dans une usine pour le transport. Tu essaies de réfléchir un petit peu à tout ça. Bon, tu sais pas trop, mais elle est assez marquée. Ça fait vraiment corde en plastique. Ça fait vraiment, ça pue déjà. Et puis c'est pas une corde typique. C'est clairement pas une corde que l'arme-sang aurait eu. C'est certain. Ouais. Autre chose. Elle est où? Elle est à l'une des poutres. Mais attachée. Ouais, attachée à l'une des poutres. Ah, ok. Vous voyez tous les deux qu'il y a un seau dans un des coins de la pièce. Un de ces seaux en métal. Vous en avez déjà vu ces seaux en métal qui sont utilisés lorsqu'on saigne un porc. Et vous réalisez assez vite, effectivement. Il y a assez peu de sang dans la pièce. Ce qui montre que, eh bien, il a certainement été saigné avant d'être écorché. Vous percevez encore une fois cette odeur de houblon assez particulière. Et ensuite, vous voyez deux choses. Deux petites choses. Il y a des menottes qui sont à moitié, en fait, qui ont certainement glissé et qui sont à moitié sous un des bancs qu'il y a. Et puis, une sorte de balle ou de fléchette au sol, pareil, laissée sur un côté. Je précise que tout ça, vous le voyez parce qu'elle a fait un très bon jet. Une sorte de balle ou de fléchette comme ce qu'on pourrait utiliser pour tranquilliser des animaux. Oui. En regardant de plus près, tu vois cette petite touffe rouge qu'il y a à l'arrière, tu vois la seringue, tu ne la touches pas. Déjà parce que tu ne sais pas de quoi elle est faite, et voilà. Et les menottes, oui. Sans forcément les toucher, est-ce que je peux essayer d'identifier le matériel utilisé? Les menottes, tu arrives et avant de les toucher, tu te rends compte qu'elles sont sacrément brillantes. Et instantanément, tu penses à l'argent. Et tu te rends compte que oui, c'est vraisemblablement des menottes en argent. Surtout que, à bien y regarder, le corps de votre mentor a des blessures au niveau des poignets. Je me tourne vers Froid d'Ombre. Vraisemblablement, les personnes qui sont arrivées étaient très bien préparées. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une rixe. Ils en voulaient clairement à notre mentor. Cette odeur de houblon. Elle est très légère dans l'air. Elle disparaît presque. Vous la sentez parce que vous avez vraiment un très bon odorat. C'est pas une odeur qui vient de quelque chose ici. C'est peut-être de quelque chose qui est venu. C'est rester sur quelqu'un qui travaille dans des champs de houblon. Et est-ce qu'on a la possibilité de tracer cette odeur? Vous pouvez essayer de sortir et essayer de la tracer. Maintenant, dans la nature, ça risque d'être très compliqué. Mais vous pouvez essayer. Qu'est-ce que tu en penses, Froid d'Ombre? Est-ce qu'on devrait continuer à fouiller la maison ou est-ce qu'on se dit que la trace encore fraîche peut-être de l'agresseur vaut le coup d'être Plusieurs suivie? choses vous viennent en tête, déjà. La première, c'est que la porte était entrouverte. Mais elle n'était pas, de ce que vous avez vu forcément, vous n'avez pas spécialement regardé. Et la deuxième chose, c'est que vous savez qu'il y a des voisines humaines, sympathiques, pour vous, deux petites vieilles, un couple de petites vieilles, qui habitent à 200 mètres de là, mais en gros, elles habitent sur le même chemin, en fait. Donc, est-ce qu'elles peuvent être témoins ou c'est possible, vous ne savez pas, mais en tout cas, c'est une des pistes que vous avez. Et, évidemment, la dernière piste qui vous fait un peu frémir, mais qui existe, l'Umbra. Car ce lieu habite nécessairement des esprits qui ont peut-être vu ce qu'il s'est passé. Alors, ils ne vous donneront pas un compte-rendu détaillé, mais ils peuvent peut-être glisser quelques indices, quelques pistes. C'est possible, mais c'est compliqué. C'est des humains qui ont fait ça, vraisemblablement. Enfin, je pense. Des humains que l'arme-sang aurait laissé rentrer chez lui. Donc, il connaissait. Pas forcément, ou qui se sont pas présentés de façon menaçante, ou qui avaient une bonne raison d'être là. Je pense pas qu'ils recevaient souvent de visiteurs, mais pour avoir accès à un tranquillisant comme ça, peut-être des gens qui travaillent avec le bétail. Je sais pas, et je pointe vers la fléchette et je dis
Je sais pas. C'est une de ce que vous savez des armes. Alors, vous n'êtes pas des experts là-dedans, mais vous avez déjà fait face à des armes. Ça reste une dose de tranquillisant. Ça s'achète. C'est possible d'en acheter, mais il faut quand même avoir un lien, soit avec un zoo, soit peut-être avec le marché noir ou quelque chose comme ça, ou tout simplement connaître quelqu'un qui par exemple est chasseur et qui peut par le biais d'un tel, etc. Donc il y a différents niveaux en fonction de l'implication des personnes, forcément. Voilà. Je rappelle que la porte, vous l'avez pas vue défoncer, ça veut pas dire qu'elle a été ouverte volontairement ou pas, vous ne savez pas, vous ne l'avez pas analysée. Peut-être qu'on peut redescendre et voir s'il y a autre chose en bas. Fouiller la maison, bien sûr. Avant de faire quoi que ce soit d'autre et... Très bien. Mais encore une très belle réussite, même une réussite critique. Je vais donc vous donner un petit bonus. Déjà, en fouillant en bas, vous pouvez voir que rien n'a été volé. Rien du tout. Vous savez où il cache son argent. Vous le savez, vous êtes une meute. Vous vivez ensemble, globalement. Et rien n'a été volé. L'autre chose que vous pouvez voir, c'est que la porte n'a pas été forcée. Mais il y a des petites traces. Il y a une odeur un petit peu de fer. Elle n'a pas été forcée, elle a été crochetée. Pas par une main de maître. Qu'on soit bien d'accord. C'est quelqu'un qui savait crocheter, mais c'est pas un niveau d'un espion international. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui avait peut-être un kit de crochetage, qui sait, voilà, ce n'est pas non plus la serrure la plus sécurisée du monde, qu'on soit bien d'accord. L'autre chose que vous pouvez voir, c'est que dehors, il y a des traces dans la terre, des traces de pas, des bottes. Et comme vous avez une très bonne réussite, vous pouvez voir les marques. Aigle et percussion. Ces marques sont des marques de typé chasseur. Et vous pouvez suffisamment les identifier pour les suivre. J'aimerais déterminer à quel moment exactement cette attaque s'est produite. Et je me pose la question, nous sommes une meute, on est quand même interconnectés. À quel moment exactement tu as commencé à te sentir mal? Je me dis que c'est peut-être à ce moment-là que notre mentor commençait à... C'est effectivement une bonne remarque. Vous avez perçu, ça a été progressif en fait. Et c'est vrai que vous ne savez pas si... En fait, ce que vous avez perçu, c'est que vous pensiez à des choses qui vous inquiétaient peut-être, qui vous stressaient, et vous l'avez ressenti au fur et à mesure. Mais est-ce que c'est le fait de se sentir comme ça qui vous a amené à penser à ça, ou vous ne savez pas? Donc le début est difficile à tracer, mais c'est sûr que ça a démarré cet après-midi et que ça a été très progressif jusqu'à un point critique. Pour vous, ce point critique serait certainement peut-être la mort de votre mentor. Donc on peut supposer que son agonie a commencé en fin d'après-midi. Et peu avant notre arrivée, le coup final a été porté. C'est une hypothèse. Et moi, j'ai une autre chose qui me... Mais ils l'ont chassé, ils ont pris un trophée, ils ont pris sa peau. Ils avaient des menottes en argent, ils savaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'est à cause des légendes qu'on a... Je sais pas, mais ce que je peux au moins dire, c'est que des humains aussi préparés, qui connaissent du coup notre existence, on n'est pas en sécurité. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Il y a surtout quelque chose qui vous perturbe. Un humain, même préparé, face à une forme crinos, face à une forme glabro, devrait ressentir le délire, l'état de fugue, une peur implacable en voyant ça. Or, il faut être sacrément préparé pour ne pas le ressentir ou être très sûr de ce qu'on fait. Donc, soit ils savaient, et ils se sont préparés, mais du coup, c'est quand même un niveau de préparation qui vous étonne. C'est-à-dire que même, par exemple, les forces du verre que vous avez affrontées auparavant, déjà, ceux que vous affrontiez n'étaient plus vraiment humains, mais quand il y avait des humains, ils n'étaient pas prêts. Parce qu'on n'est jamais prêt pour une forme lupine de 2,30 m, de muscles, de fourrure, de crocs et de griffes. Et c'est votre force. Donc là, ils ont passé outre ça.
ça vous perturbe pas mal. Du coup, ça perturbe encore plus parce que, comme tu l'as dit, on est quand même doté d'une force surhumaine. De voir qu'ils ont pu, limite assez facilement, venir à bout de l'arme-sang, c'est extrêmement perturbant. Je pense pas qu'il faille suivre leurs traces sans savoir à qui on a affaire. Il est quelle heure? Vous avez mis quand même plus d'1 heure à chercher de fond en comble toute la maison, en faisant attention, vous mettiez les pattes pour ne pas toucher quelque chose en argent, ne pas déplacer quelque chose qui pourrait être un indice. Donc plus d'1 heure s'est passée, nous sommes maintenant vraiment dans la soirée. Écoute, je pense qu'il faut peut-être qu'on essaie d'aller voir les voisines avant qu'il soit trop tard pour une visite de... pas de courtoisie, mais tu vois ce que je veux dire. Complètement, je te suis. Vous arrivez. Vous voyez la lumière chaleureuse à l'intérieur de cette petite maison typiquement ardennaise. Juste avant de frapper à la porte, je prends ton cheval et je dis on leur dit pas ce qui s'est passé. Ah non, D'accord. pas. Question. Oui. Du coup, je suis coach sportif pour seniors. Est-ce que je les connais? Écoute, oui, j'estime que D'accord. tu peux les connaître. Ok. Surtout qu'elles sont voisines de votre mentor, après tout. Très bien. Vous toquez, elles ouvrent, un peu méfiantes. Elles vous voient, grand sourire. Et, ah, ben c'est doux. Ah, et c'est la petite Héloïse, ben dit, ça me fait plaisir de vous voir. Ah ben ça c'est bien que vous soyez là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on se demandait si vous aviez vu Louis aujourd'hui. Louis, tu... Attendez, Daniel. Et du coup, l'autre qui arrive qui fait « Oh, qu'est-ce qu'il y a ?» bonjour, c'est doux. Bonsoir. T'as pris une séance? Et tu vois, elle commence à se... Daniel, Oui. vous faites toujours les exercices que je vous ai recommandés? Oui. Bah, tu dis n'importe quoi. Et ça commence à s'engueuler et tout. Et il faut... Non, Louis, on l'a pas vu, mais il a pris... il a acheté... On se demandait, il a acheté un 4x4. On a entendu un gros bruit non. là tout à l'heure. On se demandait. Il y avait un 4x4 là cet après-midi. C'est plutôt rare dans le coin. Bah c'est sûr, et vous avez vu des gens qui conduisaient ce 4x4? Non, on se disait que c'était Louis qui avait fait une folie. On se disait que c'était un peu... parce qu'il est un peu plus baba cool. Ah oui, ça lui ressemble pas. Ah bah non, les Mais c'est- 4x4 c'est pas... Bah non, Non. puis... c'est pas qu'il nous fait la leçon, mais... c'est vrai que, voilà, on essaye dans le village d'être un petit peu tous... Éco-responsable. Oui, voilà. Tu vois que c'était quoi? Tu connais pas le terme, si, je connais le terme, si, éco-responsable. C'est d'où l'a dit, et je l'aurais dit aussi. Si je dis pas de bêtises, Héloïse, il devait recevoir des amis qu'on doit justement rejoindre. Ah, d'accord. Ça devait être ça, oui, ils sont partis... Ils ont dû passer le chercher, du coup, Oui. peut-être. Mais ils sont partis, du coup, il y Il y a longtemps. Oh, il y a 2-3 heures. D'accord. Est-ce que... De quelle couleur était ce 4x4? Ah, je l'ai pas vu, on l'a entendu. On n'a rien vu Seulement du tout, on entendu. l'a juste entendu. Je vous dis 4x4 parce que ça faisait un tintamarre, mais peut-être que c'était juste, je sais pas, moi je connais pas tous ces véhicules-là. C'était peut-être juste un camion de livraison aussi, mais ça sonnait... Désagréable. ça sonnait gras. Et je m'adresse au couple. Hein. Ouais. Louis, vous paraissez un peu étrange ces derniers temps ou... Oh non, pas plus que d'habitude. Ouais. Et vous avez, je sais pas, aperçu des gens qui rôdaient près de votre propriété Ah non, ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est plutôt... Et c'est pour ça que j'étais étonné, il y a jamais personne ici, on est tranquille, on est en sécurité. Et puis Louis, c'est un gentleman, toujours là pour veiller sur nous en fait. Hein. C'est vrai que sans lui on serait... Et là, le fait qu'elle parle de ça... Tous les deux, vous ne pouvez pas retenir vraiment un geste de rage. Lequel? C'est ce que je vous demande. Quelque chose pour exprimer votre rage à cet instant. Un grognement pour ma part. D'accord? Je serre les poings jusqu'à me faire saigner. D'accord. Elle le voit immédiatement. Et surtout, elles l'entendent. Et elles peuvent pas le rater. Et vous voyez
dans leur regard poindre justement cette terreur que vous voyez si souvent chez l'humain. Bon, on va vous laisser. Et elle baisse les yeux. Bonne soirée. Et elle referme la porte. Et là, vous savez que vous n'avez pas pu retenir ça. C'est. Alors, il y a 2-3 heures. Attends, on s'éloigne. On retourne chez lui. Maison. De toute façon, s'ils sont partis en 4x4, on peut pas les rattraper, donc... Tu sais, on n'a qu'une option. Tu te sens prête à y aller? Je hausse les épaules et je suis encore un peu perturbée par ce qui vient de se passer. Le rituel pour voyager dans l'Umbra a toujours été quelque chose d'assez particulier. Vous ne l'avez jamais fait. Sans votre mentor, vous savez, vous devez prendre un morceau de miroir qu'il vous a donné. Vous ne savez pas si c'est un miroir, une pierre, quelque chose de plus ancien. Mais c'est un morceau de miroir qu'il vous a donné. Et vous devez étaler votre sang dessus. Le regarder et prononcer quelques mots d'une langue qu'il vous explique être la langue ancestrale des Garous. Quelque chose dont vous avez déjà vu des glyphes, des choses comme ça, mais vous n'avez jamais vraiment appris ce langage, en dehors des rituels. Vous le faites? J'ai déjà commencé. Très bien. C'est ici que cet épisode de Werewolf l'Apocalypse s'achève. Le prochain épisode arrivera la semaine prochaine. Cet actuel play est possible grâce à Arcane Asylum Publishing. Il a été réalisé, monté et masterisé par Maxime Robinet. Les joueuses sont CC Trouille et Baki. Les musiques viennent du site Epidemic Sound. À très bientôt.